Bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui pétille les parcours de vie. Aujourd'hui, je reçois Laurie Tabot, organisatrice d'intérieur et fondatrice de son entreprise. Elle nous parle de la manière dont elle aide ses clients à transformer leurs espaces de vie et de l'impact que l'organisation peut avoir sur notre quotidien. Je vous souhaite une bonne écoute. Bon, on y va ? Ouais. Let's go, je t'es prête ? T'as préparé ? Rien du tout, je sais même pas de quoi on va parler. Je suppute que ça doit être... Je suppute. Il est dur à passer celui-là sans qu'on se fasse virer par Apple. Hein. Ou qu'on mette que c'est Peggy 18 quoi. C'est parti ? C'est parti. Salut tout le monde et bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui anime vos soirées, vos footings. Aujourd'hui, notre invité nous vient tout droit de Sifour, si je dis pas de bêtises. Sifour-les-Plages, pour ceux qui connaissent, c'est la destination de vacances, puisque c'est le sud de la France. Elle s'appelle Laurie Tabot, mesdames et messieurs. Laurie Tabot est avec nous aujourd'hui. Et bonjour à tous. Comment ça va bien, Laurie ? Ça va bien, tu le dis. Ça va bien ? Ouais. Laurie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ou tu veux que je te présente ? Présente-moi, je compléterai. C'est vrai ? Ouais. On y va, c'est moi qui essaye de te présenter et j'aime bien faire cet exercice parce qu'il est toujours délicat. Ouais. J'ai l'impression de zapper toujours des choses. Suspense, tu me regardes déjà vénère en disant j'espère qu'il va rien louper sinon Ils disent le bon mot, je le vais bon mot. l'éclater. Bon, tu es une home organizer. ouais. Est-ce qu'on le dit avec l'accent ou pas ? On le dit en français, je vois que ça passe beaucoup mieux en français, ça parle pas énormément quand je le... Organisatrice de maison. D'intérieur. D'intérieur, Organisatrice pardon. d'intérieur, ouais. Donc toi tu es organisatrice d'intérieur. Ouais, décoration, créatrice d'objets. C'est une auto-entreprise que j'ai montée l'année dernière et puis j'étais pas du tout là-dedans avant. Et de fil en aiguille, j'ai quand même toujours eu un fil artistique et qui m'a amené à voilà, j'aimais la décoration, j'aimais le rangement énormément. Et suite à un challenge que j'ai fait avec un pote, un challenge de minimalisme où il fallait éliminer des objets un par jour, mais au bout de 30 jours, forcément 30, donc ça fait quand même pas mal d'objets à la fin. Je crois Premier que ça jour fait 1, deuxième jour 2, troisième jour 3 objets, quatrième jour 10e. 4 objets. Exactement. Puisque ce Exactement. pote, je crois que je le connais. Ça Ouais. me dit quelque chose. Je l'ai fait, mais t'as vu, j'ai tout racheté depuis. C'est pas faux. J'ai viré tous Non, les t'as objets racheté pour avoir plus- tout racheté, quoi. Plus à l'essentiel, on va dire. Ouais, si on veut. Mais à la fin, ça fait quand même 466 objets. Et c'est vrai que je me suis dit, ça m'a aidé et dans mon rangement, tout simplement à la maison, mais dans mon rangement à l'intérieur de ma tête. Parce qu'arriver à un certain nombre de jours, les premiers jours, c'est très facile. Et arriver à un certain nombre de jours, c'est vrai que c'était problématique parce qu'il fallait être dans le challenge de jeter les objets ou de se débarrasser, pas forcément jeter d'ailleurs. Ou donner. Ou vendre, ou ce qu'on veut. Mais effectivement, au bout de, j'en sais rien, le 17e jour, ça a commencé à être différent dans la tête pour éliminer les objets. Parce que plus on en élimine, plus on va vers des objets sentimentaux, où on a de l'émotion, et c'est pas qu'un rapport à l'objet, ça va au-delà. Et ça m'a amené, écoute, de fil en aiguille, à vouloir aider les gens, mais d'une manière différente. Et peut-être pas comme en développement personnel, en psy, ou les aider en direct, mais de passer par un autre biais. Et je trouve ça plutôt intéressant, parce qu'on n'est pas obligé de se confronter directement à nos problèmes, et on va y être forcément, on va y faire face à un moment. Pour toi, quand on organise son intérieur de maison, on organise son intérieur psychologique. Ouais, ça va avec. Comme aussi quand on organise son espace de travail aussi. Hein. Par exemple, un bureau bien rangé. C'est pas forcément bien c'est rangé. pas ça. Okay. Ça va être rangé à la manière dont toi tu disposes des choses. Si toi tu t'y retrouves, c'est que normalement c'est bien rangé pour toi. T'as pas à chercher. Si tu commences à chercher tes affaires et si c'est récurrent, si tu te rappelles que t'as tel truc mais tu sais plus du tout où tu l'as mis, ce genre de choses. C'est qu'il y a quelque chose à faire. Dans ces moments-là, c'est toi qu'on appelle. C'est moi qu'on peut appeler pour faire évoluer aussi des pièces, des chambres, les enfants qui évoluent en âge et qui veulent forcément faire évoluer leur intérieur aussi, parce que ça reste pour eux leur espace de vie. Leur chambre, c'est leur univers complet. Ouais. Faire des plans avec organiser aussi l'agencement possible. Tu peux changer, par exemple, tu peux bouger le lit de place, tu peux dire, venez, on met le placard plutôt là, venez, on met le bureau plutôt ici. Et puis, en fonction, là, je suis sur une chambre d'une jeune fille qui va sur 14 ans, par exemple, et qui veut un lit de place, une coiffeuse en plus dans sa chambre. Et forcément, les murs on peut pas les pousser. Sa maman m'a demandé de faire un plan pour que ce soit beaucoup plus réaliste, parce que c'est bien beau de faire des schémas, mais à 30 cm près, là, on n'est pas sur la même chose et on peut plus même mettre le même genre de meuble. Tu fais sur des logiciels pour que les gens qui t'embauchent puissent voir ce que ça aura comme tête, un peu comme dans l'émission. En là, maison à vendre. Voilà, merci. Je ne sais pas si on a le droit de le dire. Si, tu as le droit de le dire, puisqu'ils sont sponsors de l'émission. Du podcast. Non. Tout à fait. Stéphane Plaza, bien sûr. Oh, ça, on n'a pas le droit de le dire. Maison à vendre, c'est Stéphane Plaza. Oui, recherche appartement maison aussi. Aïe. Non, tu sais, sur France 5,
Les mecs qui ont par exemple un problème et qui font venir des architectes. Comment ça s'appelle ? Il y a Silence ça pousse qui le fait pour les jardins. Exactement, mais à une époque ils le faisaient dans Ma Maison, ou je sais plus, deux architectes qui venaient. Ma Maison de toute beauté, je crois que ça s'appelait. Écoutez, si vous retrouvez le nom de l'émission, vous nous le mettez dans les commentaires. Et l'idée c'était que elles venaient, puisque c'était plutôt deux architectes féminines qui venaient et qui proposaient deux solutions différentes sur mesure. Le client choisissait sa solution préférée. J'adorais cette émission. Moi aussi. Toi aussi ? Ouais. Ah, c'était trop bien. Parce que c'était des belles idées qu'elle proposait aussi. Ouais, et tu sentais vraiment... Le sur-mesure, c'est toujours... tu le retrouves pas, c'est unique, donc ça plaît toujours plus. Tu vas pas chez Ikea c'est adapté, on est tous différents, et pouvoir faire chacun... je pense que ce serait top si chacun avait sa déco à son image, avec ses meubles. Bon, après, ce serait... c'est pas important pour tout le monde aussi, j'entends. Tu viens à la demande du client, lui montrer ce que ça pourrait être si t'organisais les choses différemment. C'est ça. Ça peut être aussi un achat d'une maison à rénover. Là, j'ai aussi eu le cas. Maison, on pète tous les murs, tous les revêtements, les portes, et il faut réagencer pour un nouvel espace de vie parce que c'est un nouvel achat, pas les mêmes personnes qui vivent dedans. Oui, effectivement, c'est quand même un métier où tu te projettes. Pour nous expliquer un petit peu mieux, comment ça se passe ? Donc les clients te contactent. Oui. En général, c'est par Internet, par le bouche à oreille, je suppose. Par le bouche à oreille. Par le bouche à oreille pour l'instant. Là, dernièrement, je te dis, la maman m'a contactée et m'a dit, voilà, ma fille veut des nouveaux meubles, veut une nouvelle chambre, veut une nouvelle ambiance. Je ne sais pas du tout si ça peut rentrer. Avant de se lancer dans la recherche de meubles et c'est entre guillemets mâcher le travail pour. Après, elle n'a plus qu'à regarder effectivement sur un catalogue, voir, elle peut me demander de lui rechercher les meubles aussi. La première étape, ça va être un rendez-vous ensemble où je vois la pièce, je prends des photos, je prends des mesures, je parle avec la personne concernée, donc là avec la jeune fille, je lui demande ses goûts, je lui demande si elle est arrêtée sur un meuble en particulier, parce que ça aussi, ça peut être si c'est un très bureau, freinant une coiffeuse, selon les personnes. S'il y a quelque chose qu'elle a repéré sur Internet. C'est-à-dire que si j'avais vu une autre petite fille qui avait repéré une coiffeuse, et c'était cette coiffeuse, pas une autre couleur. Donc, en fait, c'était plutôt autour de la coiffeuse que ça se passait, finalement. Alors que là, pour le coup, on a donné des ambiances, des couleurs, des matériaux qu'elle voulait, mais elle m'a laissé plutôt libre pour lui proposer des choix différents. Mais elle voulait que ça parte de la coiffeuse. C'était la pièce centrale, c'est ça ? Alors là, je voulais que ça parte de la coiffeuse et du lit de place. C'est pas rien, le lit de place qui arrive. C'est dans une chambre de 9 mètres carrés. De 10 mètres carrés. 10 mètres carrés. Parfait. Et ben, mine de rien, tu te rends compte, même moi, je me surprends encore quand je fais les plans de me dire, il y a vraiment beaucoup de conceptions. Dans ma tête, j'arrive à en visualiser 2-3 assez rapidement. D'ailleurs, je passe pas mon temps à ça, mais dès que je vais quelque part ou dans un resto ou même chez quelqu'un, je refais la dispo, la déco. C'est quelque chose qui. Toi, c'est direct chez toi. T'as la déformation professionnelle ou t'as toujours fait ça ? Je pense que j'ai toujours fait ça. Okay. Ouais. De là, je leur demande s'ils veulent des plans en 3D, en 2D par ordinateur ou pas. Il y en a pour qui c'est pas du tout, ça se présente pas. Et ensuite, je travaille les plans chez moi. Je fais les propositions par mail, message. Quand la personne s'arrête sur une proposition, on se voit pour un deuxième rendez-vous physique où là, on choisit ensemble les pièces, le mobilier, tout ça, et surtout en fonction du budget aussi qu'elle veut y mettre. Toi, quand tu organises ça, une fois que le client a choisi et dit « Allez, c'est bon, Twingo, on y va », qu'est-ce qui se passe ? C'est toi qui fais les peintures, c'est toi qui ranges, comment ça se passe ? Alors, c'est à la demande. Le rangement, oui, si le client le veut. Si c'est peinture de mobilier, oui. Si c'est peinture de mur, ça va être seulement des parties. Je ne me lance pas sur la... Après, je délègue ou je peux conseiller des professionnels, mais je ne me lance pas, moi, dans les gros travaux. Pareil, montage de meubles, s'il faut monter un meuble, pas de souci, mais je... Donc, tu travailles avec une équipe de partenaires qui vont venir peindre et venir intervenir de manière grosse œuvre. Oui, voire casser. Des fois, il y a de l'électricité, il y a des choses où je ne suis pas du tout capable... plomberie, etc. T'as des équipes qui bossent avec toi, qui peuvent s'en occuper, ça c'est cool. Est-ce que tu fais comme dans les émissions d'écho où tu leur caches les yeux avant de rentrer dans la pièce ? Non, je fais pas avec la petite musique derrière. Non. Tu fais pas du tout. Non. Qu'est-ce que ça a changé chez toi de faire ce travail-là ? Ça a changé beaucoup de choses. Déjà parce que c'est mon entreprise. Ça m'a donné confiance en moi aussi sur certains aspects.
Ça me permet de rencontrer des gens de milieux complètement différents et j'ai pas toujours le même cas en fait, et ça me plaît aussi. Je pouvais pas avoir un travail où je fais toujours la même chose. Donc ça, c'est super libérateur à ce niveau-là. Comment c'est d'avoir sa propre entreprise ? C'est hyper flippant. Ça vient du cœur. Oui, mais parce que j'en parlais tout à l'heure avec une autre amie qui est en auto-entrepreneuriat, pas dans le même domaine. Ce truc-là de te dire que tu ne sais pas plus de 3 mois avant, et encore 3 mois, je suis large. Il y a certains chantiers qui demandent moins que ça. Tu sais pas où tu vas aller, tu sais pas à combien tu vas rentrer. Ce ne sont pas des clients récurrents. Je suis consciente de vendre du service, et du service. Je fais pas du service vital. Je ne propose pas à manger. Je ne propose pas de même coiffeur est plus vital que le rangement pour beaucoup en fait, parce qu'encore beaucoup. Enfin, c'est ce que je te dis. Beaucoup le voient comme du simple rangement ou du superflu. Oui, quand j'aurai le temps. J'en ai pas besoin pour vivre. Je n'ai pas envie de dépenser de l'argent là-dedans. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose de récurrent. La personne ne va pas m'appeler pour que je vienne ranger tous les 6 mois, tous les mois. On range, on trie une bonne fois pour toutes. C'est assez long au départ parce qu'on a généralement une petite vie qui nous suit, et que c'est pas des jeunes de 20 ans qui me demandent ça. C'est des one-shot, et c'est surtout... vu que je fais pas appel à quelque chose, un besoin primaire. C'est un luxe presque de se payer. C'est un vrai service plus. J'arrive pas à te le dire autrement. C'est comme. Désolée, je prends un exemple de fille, mais c'est comme t'épiler ou aller chez l'esthéticienne. Tu peux aller chez l'esthéticienne et mettre les thunes dedans et te dire j'ai pas envie de dépenser 40 € et puis je vais prendre un peu de temps et me le faire. J'ai ouvert en août dernier. Je pense que les 3-4 premiers mois, j'avais juste envie de m'arracher les cheveux sur les papiers. Ça me semblait, il y a plein de choses à faire, à déclarer, les 22% qui s'abattent quand tu rentres une facture à 100 €. Tu te dis, mais... Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a tout ça à prendre en compte. Tu te préoccupes pas du tout de ça quand tu es salarié. Tu cotises moins à la retraite. Enfin, il y a tout plein de choses qui sont arrivées et que j'ai dit, je m'attendais pas à ça. Donc, il y a un effet un peu, t'es sûr, tu veux vraiment faire ça ? Tu vas tenir le coup ? Est-ce que tu vas y arriver ? Est-ce que tu vas arriver à faire... Et surtout, est-ce que tu vas arriver à le faire dans un calme ? Parce que j'avoue qu'au début, je me suis dit, le rapport à l'ordi, il est super dur pour moi. Et ça va être problématique pour mes plans. Chose qui, avec le temps, par contre, s'est bien améliorée. Je prends plaisir à faire la seconde partie de mes plans. La première est toujours un petit peu chaotique. Moi et le mur, à proprement parler, c'est marrant d'ailleurs. C'est dès que je commence à mettre de la couleur et des meubles dedans que ça va beaucoup mieux. Et flippant, pour ce truc-là, de te dire comment côté administratif, c'est ça, toute la paperasse. Côté administratif et côté pub, se vendre, c'est d'accord. Et hyper dur de se faire connaître. Et comment on fait parler de sa boîte. Comment on com et comment on légitimise que ça vaut un certain prix et que je ne suis pas une femme de ménage qui va ranger ton quotidien, qui va plier ton linge et qui va pas être au même tarif. Et je sais aussi de quoi je parle puisque j'ai fait aussi des ménages à côté. Donc je ne dénigre pas, mais on n'est pas sur le même travail, on n'est pas sur la même prestation, je ne propose pas du tout la même chose. Se donner un prix et tenir un prix quand on a le client en face qui est déjà en train de se dire wow, enfin... Pour un besoin qu'il n'a pas forcément... Il hésite encore s'il en a vraiment besoin. Il hésite parce que vraiment, il se dit ça peut être intéressant, mais ça vaut pas ça. Parce qu'en fait... Il y a le truc, je parle vraiment là du rangement. Un plan, à la limite, il n'y a pas tout le monde qui sait se servir d'un logiciel et faire des plans. Donc, il y a un peu plus de légitimité là-dessus. Dans la technicité. Mais du rangement, concrètement, tout le monde peut le faire. Est-ce que tout le monde peut tant le faire que ça ? C'est-à-dire, est-ce que... Alors, l'acte physique de ranger, oui, mais ranger, réfléchi, non. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Et même des fois, on a des freins à ranger, tu vois. On a des freins à ranger, ou alors des fois, on range, et puis 2 jours après, on se dit, mais en fait, j'y étais pas. Tu sais, c'est comme quand tu lis les pages d'un bouquin, que tu as lu les mots, t'étais complètement ailleurs. Ah ouais, je vois. On range, mais on range sans raison et on a l'impression un petit peu de se défouler comme quand il y en a qui vont aller, je sais pas, faire de la boxe, d'autres faire du bricolage, défoncer des murs. Il y en a, c'est le rangement. Moi, avant, c'était le ménage-rangement. Ça me vidait la tête de faire le propre chez moi, faisait le propre dans ma tête finalement. Mais oui, donc les gens se disent, je peux le faire. Pourquoi je vais payer ? Et surtout, pourquoi je vais payer ce prix-là ? Parce que c'est pas du rangement de base et que c'est du rangement pérenne et qui est adapté à chacun. À quoi ça sert de ranger chez soi ? J'ai envie de te poser une question. Comment ça se passe quand t'as la tête pleine ?
pleine d'idées, pleine de... Comment ça va quand t'as la tête surchargée? C'est un peu fouillis. C'est un peu fouillis, c'est un peu désagréable, ça peut peut-être même donner mal à la tête. Au niveau émotionnel, tu veux dire? Ouais. Ouais. Oui, je te parle de ton ressenti, comment on se sent. Ouais, effectivement. J'ai plutôt tendance à me sentir... j'ai du mal à y voir clair. C'est le bordel. Ouais. Voilà. Comment je le dirais? Ben, je sais très bien. Je rebondis sur ce mot. C'est le bordel dans ta tête. Ça va pas. C'est le bordel dans ton intérieur et autour de toi. Ça ne peut pas être bien rangé dans ta tête. D'accord. Vraiment, je pense que ouais, ça va de pair. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas une question de ranger au millimètre ou de n'avoir aucune décoration chez soi, d'avoir un style complètement épuré. Le style de décoration, je fais bien la part entre le style et le rangement. La décoration n'est pas du rangement. Le rangement, tu le dis, c'est important pour le remettre bien-être, de l'ordre. En fait, je pense dans sa vie en général. Gagner du temps, du coup, ce temps qu'on gagne, pouvoir le passer à ce qu'on veut, que ce soit des loisirs, du temps avec sa famille, plus de temps pour son boulot, pour soi. Donc tu fais un lien très précis entre le rangement de son intérieur et le rangement de sa psyché, ouais, c'est ça? Ouais. Tes clients, tu leur en parles de ça ou ça, ils le constatent après? Ça dépend quel client j'ai en face. D'accord. Mes premiers clients officiels étaient un couple de 82-87 ans, je crois, qui divorçaient. Et il fallait faire séparation des biens parce qu'ils n'allaient pas au même endroit. 82-87 ans, c'est beau de divorcer. Ouais, c'est très beau. De sortir de la zone de confort. C'est très atypique. Ouais. Et bon, eux, autant te dire que... Enfin, je travaillais surtout avec la dame. Autant te dire que je lui ai pas mis en avant tout de suite. Ça va révolutionner votre état d'esprit. Ça va ranger votre tête. D'ailleurs, je crois qu'elle m'aurait regardé avec des yeux de merlan-frit et qu'elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Donc, ça va dépendre de qui j'ai en face. C'est pas parce que nous, on perçoit, c'est d'ailleurs toujours plus facile, je pense, de percevoir sur l'autre que sur soi. C'est pas parce que nous, on perçoit que ça va faire du bien ou que la personne a, par exemple, fait des collections, des collections limite syndrome de Diogène, effectivement. Et Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le syndrome de Diogène pour ceux qui connaissent pas? D'accumuler un tas de choses, de ne rien jeter. Oui, donc pour te dire, voilà, qui je vais avoir en face, en fonction de ça, je vais pouvoir en parler. D'autres qui sont très ouverts dès la première fois à me dire, bah oui, j'ai besoin de ranger à l'intérieur parce que je sens que ça va pas en ce moment. Bah, forcément, des personnes comme ça, oui, je vais ouvrir le dialogue. Et d'ailleurs, c'est une partie aussi de mon boulot. Tu vois, quand je travaillais avec cette personne de 82 ans, j'étais obligée de faire un peu de psy, entre gros guillemets. Oui, parce qu'il passait 32 ans de sa vie qu'elle avait passé dans cet endroit. C'était pas rien. C'est pas fait à n'importe quel âge. C'est, comme tu dis, un nouveau départ. À cet âge-là, franchement, je trouve que c'est chapeau. Enfin, il n'y a pas tout le monde. Chapeau, moi, Voilà, Enfin, je sais rien. Hein. Déjà, est-ce que j'arriverai à 82? On verra. Mais quel courage! Ouais. Quel courage! Ouais. Non, puis avec des sacrées vies, c'est... Donc tu prends en compte la part humaine. Tu dis le côté psy, tu fais pas du psy, mais la part humaine, elle est hyper importante en fait. Et puis il y a de la bienveillance à avoir, de la diplomatie, de l'écoute, parce que c'est pas rien de trier, c'est pas rien de se débarrasser d'affaires, parce que quoi qu'il se passe, quasiment chacune de nos affaires a une histoire, même si c'est... j'en sais rien, un Pokémon que tu t'achètes aujourd'hui, tu vas peut-être le garder 2 jours, le revendre après. Mais au moment où tu l'as acheté, il y avait quelque chose qui s'est fait, il y avait besoin de l'acheter, il y avait besoin que ce soit... quelque chose, c'est ça? Ouais, en tout cas, ça vient raconter quelque chose pour soi-même. Donc c'est pas rien pour la personne, je l'entends, de se défaire de n'importe quel objet. Et pour certaines personnes, c'est vraiment... c'est douloureux, délicat. Ouais, c'est douloureux. Puis j'avoue, hein, je me forme aussi sur le tas. Ça fait pas des années que je fais ça. Effectivement, ça me fait me creuser les méninges. Challenge pour pouvoir arriver à faire passer le cap à la personne. L'idée, c'est de trouver des stratégies. On m'engage pas pour ça au départ. On m'engage pour une évolution de pièces, pour un déménagement, pour une déco au départ. Mais comme je dis très souvent, avant de faire quoi que ce soit, ça passe par trier. Donc tri, on se débarrasse. Donc rangement, on en revient de toute façon à ça pour épurer. C'est comme si on me dit dessine sur un tableau qui est déjà tout peint. Il n'y a pas de place. Ou alors je vais dessiner par-dessus. Il faut que je prenne plus de couleurs, que je prenne quelque chose qui marque. Enfin, ça va pas le faire. Donc place nette d'abord. Encore une fois, place nette ne veut pas dire ne plus rien avoir. Je reprécise parce qu'il y a beaucoup de gens à qui j'en parle. Ils se voient complètement démunis. Ouh là là, mais ça veut dire qu'il faut que j'ai les choses uniquement vitales pour vivre, que je dois avoir une paire de baskets et une paire de sandales et ça doit suffire. Enfin non, c'est pas ça. Et d'ailleurs, ça va dépendre aussi de la place qu'on a chez soi, mais ouais, c'est d'abord place nette dans ce sens-là, dans le sens faire du tri et voir ce qu'on a, et ça permet aussi de voir ce qu'on a. On dit souvent la mise à plat pour le rangement. Il y a une grosse différence entre faire des catégories. Si tu me dis, tiens, on va ranger les vêtements de la maison,
y a beaucoup de personnes qui ne stockent pas les vêtements au même endroit. Donc, ils vont les stocker dans leur chambre. Il va y avoir dans la buanderie les affaires je dis une bêtise, de nuit, de pyjama, de chaussettes. Et puis, il va y avoir les affaires de sport, de ski, de nautisme qui sont dans le garage. Mais en fait, il n'y a pas de vraie mise à plat si on s'attaque à chaque meuble, si on s'attaque d'abord à l'armoire, ensuite à la commode, et qu'on fait meuble par meuble, on ne peut pas se rendre compte vraiment de tout ce qu'on va avoir dans la même catégorie. Donc là, j'ai pris les vêtements. La mise à plat va être, on étale tout ce Où que... sont tous les vêtements presque? On va réunir tous les vêtements. On va réunir tous les vêtements et on va les mettre à plat dans une pièce. C'est le mieux, normalement. La personne se rend compte. Quand je commence, je demande quelques évaluations sur le nombre d'objets. Par exemple, les livres, quand je tombe sur des gens qui ont beaucoup, beaucoup de livres, combien ils évaluent en avoir. Je sais pas de qui tu parles. Ouais. Non, alors vraiment, en plus, c'était pas du tout... Non, je blague, mais je pourrais pas évaluer, d'ailleurs, c'est marrant. Bah si, tu me donnerais, parce que forcément, je le fais, en plus, je le prends un peu au dépourvu, et je demande une réponse. Allez, on s'en fout, on parie... ça donne envie de le faire. Et du coup, faites-le voilà. à la maison, vous aussi. Bah tiens, vous allez voir. juste allez, t'as 1 minute. Combien Comme tu ça, évalues dans toute ta maison, ou simplement dans ta bibliothèque, tiens, si tu veux. Juste celle-là. Ouais, je dirais qu'on est sur 300. Ok, bah ce sera intéressant de compter un de ces 4. On vous le dira à la fin du podcast, on compte et on vous généralement, ça se trompe et ça se trompe de beaucoup et... Vers le moins, c'est-à-dire les gens pensent toujours avoir moins. On croit en avoir... minimise... oui. Ouais. Je me rappelle, une fille, elle croyait avoir une 20aine, 30aine maximum de paires de chaussures, toutes confondues. Je crois que la meuf, elle avait 75 paires de chaussures. Enfin, elle avait carrément le double et même moi, quand elle a évalué... je dis wow, mais c'est pas du jugement. Non, mais c'est pour se dire à quel écart... Mais peut-être qu'elle comptait qu'une chaussure. Ça devait c'est pas ça. Ça a fait des lots. On a vu le double. Elle a fait des lots. Voilà. Donc, tu comptes 2 chaussures, toi. Non. Et encore, c'était entre 20 et 30. Voilà, c'était vraiment... Oui, vraiment la version basse. Et souvent, ça, c'est un truc que tu remarques, toi. On a tendance à minimiser ce qu'on a. Et à pas se servir de ce qu'on a. Tu peux avoir 300 objets et la personne d'à côté peut en avoir 100 et ça sera ajusté pour chacun. Si tu te sers de tes 300 objets, voilà, tout va bien, quoi. Tout va bien. Si tu as 30 jeans et que tu te sers toujours des 2 mêmes, au bout d'un moment, il y a un problème. Et il y a un problème avec le rapport à ce que tu ne veuilles pas lâcher. Qu'est-ce qui fout ces jeans dans ton armoire? Ils font rien, ils t'ont pas manqué. Ça aussi, je le fais faire quand c'est trop douloureux. C'est plutôt un bon truc. J'ai proposé aux personnes de mettre les objets dont ils voulaient pas se séparer, mais dont ils ne se servaient plus. On les a mis dans un carton, dans une caisse, peu importe, hermétique, à l'abri dans un garage ou dans un abri, peu importe, mais pas dans la maison, pas dans l'espace à vivre. Et je leur ai dit, vous attendez 1 an et vous voyez déjà si vous avez ressorti le carton, parce que ça a l'air si précieux que ça. Ben voilà, affaire à suivre aussi, mais tu sais pas encore. Il y en a pour qui j'ai pas le recul, il y en a d'autres que je connais qui n'étaient pas des clients et qui n'ont pas sorti leur carton depuis leur déménagement depuis presque 15 ans, que ces choses-là qui semblaient précieuses à l'époque du déménagement, en tout cas, sont passées complètement à la trappe. Donc, à quoi bon? Elles s'abîment. De stocker, garder des choses, je l'ai fait, je jette la pierre à personne. Et j'ai encore des souvenirs que je garde et que je sais qu'il va falloir que je me sépare le jour où j'ai pas mal d'espace aujourd'hui, le jour où je réduis mon espace, je sais que je vais me séparer de ça. Donc, je suis consciente que je garde quelque chose qui ne m'est pas utile. Par contre, à chaque fois que je rouvre certaines boîtes, j'ai toujours plaisir à retrouver certains souvenirs. C'est un peu comme Noël, genre wow, ça me fait mon effet petite fille nostalgique et ça me replonge dans des bons souvenirs. Poser la question pour finir, fameuse question que tout le monde redoute maintenant, puisqu'il y en a certains qui ont entendu les premiers podcasts. Avant, personne ne savait ce que c'était des questions de fin. Non, mais c'est quoi le sens de la vie pour toi? J'ai envie d'y répondre un peu, pas par une question forcément, mais ça m'évoque quelque chose. Est-ce que ça sera une réponse satisfaisante? Je ne sais pas. Moi, j'ai envie d'inviter les gens à observer autour de soi les choses, les gens, nous-mêmes, et surtout à faire des pauses. J'ai envie de voir ça comme la vie comme une longue promenade, et je pense que c'est important d'être toujours en mouvement, mais de savoir faire des pauses à des moments et de pouvoir regarder devant, c'est important, mais de regarder ce qu'on a fait aussi.
Je trouve que c'est hyper important de savoir regarder en arrière et savoir se satisfaire aussi de l'évolution qu'on a faite. Parce qu'on a souvent tendance à pas voir tout ce qu'on a fait et c'est un petit peu comme les objets, on se rend pas compte de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on a fait Là aussi, on minimise. et de tout ce qui fait qu'on est nous aujourd'hui aussi. C'est marrant, tu fais le parallèle avec ton métier. On minimise souvent ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu mettre, dans le bon et le mauvais sens, hein, tout à fait. Là, pour le coup, le sens de la vie, pour moi, c'est dans le mauvais sens. On minimise ce qu'on a fait, mais on en a fait beaucoup plus que... Encore une fois, la société nous met bien des jolies petites cases à cocher, et puis si c'est pas coché, t'as rien fait. Je résume, mais... Ça serait quoi les cases à cocher que la société nous met ? La société nous met... je suis génération 80, il y a encore le truc, désolé, de avoir un métier sûr et sécuritaire, être propriétaire, avoir une famille, que t'es divorcé ou non, ça c'est passé dans les mœurs, on va dire. Mais avoir un enfant, c'est très important. Être parent, avoir une bonne hygiène de vie, enfin tous les clichés qu'on nous met en avant et qu'il faut savoir justement avoir un peu son garde-fou. C'est-à-dire son garde-fou. Ne pas croire, ne pas tout manger, tout ce qu'on nous présente. Dans le sens, la réussite ne tient pas à ça. Ça, c'est ce qu'on nous donnait comme réussite. Ouais, c'est ce qu'on nous vend comme réussite, mais on est tous différents. Et une même réussite ne peut pas convenir à des milliards de personnes. On est trop différents pour que ça convienne. Ouais, et puis est-ce qu'il faut absolument réussir sa vie ? Mais qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie pour chacun ? Ça va avoir c'est pour ça que je réponds pas vraiment au sens de la vie. Ouais. Le sens que j'ai de la vie va être différent du tien, va être différent de ceux qui nous écoutent. Et chacun peut y trouver son sens, mais s'observer, pour moi, peut t'aider à trouver le sens. Bah écoute, merci beaucoup Laurie. Je vous en prie. D'être venue sur le podcast. Merci tu dis je vous en prie. Ah, je crois que je vous en prie aux auditeurs. Je vous en prie. Merci à toi de m'avoir invité. C'était un plaisir d'en savoir un peu plus sur le rangement et comment ça peut nous aider. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? Sur les réseaux ? Non, tu veux surtout pas. Bon, en tout cas, n'hésitez pas si ça vous tente de tenter l'aventure Homeorganizer avec Laurie. Vous pourrez me retrouver sur Instagram dans pas longtemps. On peut te retrouver sur Instagram dans pas longtemps. Je mettrai le lien dans le podcast. Vous n'hésitez pas. Et si toutefois le lien n'y était pas encore, vous pouvez me contacter et je vous donnerai ses coordonnées pour qu'elle puisse venir intervenir auprès de chez vous. Surtout si vous habitez vers Sifour, les plages. Non, je même te plus déplace loin, partout. Ouais. Hein, je dis ça, mais je me déplace même assez loin si c'est des chantiers de plusieurs jours. Vous savez tout. Merci beaucoup Laurie et je voulais quand même vous remercier tout le monde. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait extrêmement plaisir, ça nous fait chaud au cœur. Continuez à nous envoyer des j'aime, à nous envoyer des abonnements sur l'Instagram, sur le Facebook. On est dispo partout et merci à tous pour votre soutien. Laurie, encore une fois, thanks a lot. Je te le fais en anglais, t'as vu Homeorganizer, thanks a lot. Merci beaucoup. Allez, ciao tout le monde, à très vite. On est déjà à 163 là. Rien que là. 195. Oh là là, ça va faire mal. C'est non, tu vas pas être si loin. Verdict, mesdames et messieurs, j'avais dit 300 livres et il y en a 363. Ah non, mais je te jure, mais 363, déjà, ça me semble énorme quand j'ai dit 300. Parce que tu m'avais dit 300 en pensant, allez, je donne 100. Mais grave, j'avoue. Wow, 363 bouquins. 363. Je rappelle que le challenge, ça revient à 466 objets. Bon, à 100 objets de près, on est pas loin. Tu peux virer toute ta bibliothèque, t'as presque fait tout le challenge. Mesdames et messieurs, ils seront tous à vendre sur Le Bon Coin et sur Vinted. N'hésitez pas, je vous donne les liens dans la description. Gros bisous. Merci d'avoir écouté La Fondamentale. J'espère que cet épisode vous a inspiré, qu'il vous a offert de nouvelles réflexions sur le sens de votre vie. N'oubliez pas, chacun de nous a une fondamentale unique à apporter à la grande symphonie de l'existence. Si vous avez aimé cet épisode, les classiques, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos proches. Un petit 5 étoiles est aussi le bienvenu pour nourrir l'algorithme. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos propres visions sur la vie. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui vous anime. À très bientôt pour faire résonner la fondamentale.